Et donc j'ai l'impression qu'on est directement en direct. Si j'ai pas vu de. J'ai pas vu de compte à rebours, je vérifie que sur l'événement c'est bon aussi. Ça est marqué commence bientôt. S'il y a des personnes qui se connectent, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat. Ok, ça y est, je nous vois bien en direct sur LinkedIn, donc ça c'est bon. Ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. S'il y a des personnes qui peuvent mettre un petit message sur LinkedIn ou ici directement pour vérifier que ça fonctionne bien, je pense que ce serait pas mal. Salut Marion. Bonjour Marion. Ça a l'air de fonctionner ici. Il y a un utilisateur, on n'a pas le nom, mais on voit que vous êtes là, super. Bonjour à tous. On va attendre un tout petit peu avant de commencer, histoire que tout le monde ait le temps de se connecter, vu que c'est le midi, la pause déjeuner, parfois il y a un petit peu de délai. Ouais, je suis pas sûre que tout le monde soit encore en congé pour l'instant, donc c'est bientôt les Pas vacances. encore. Oui, c'est vrai que ça donne envie d'être en vacances, là, vu les températures. Salut Ouais. Gabriel. Merci Émeric pour la confirmation. Super. Pour commencer un petit peu à parler de notre sujet, donc merci déjà d'être là pour ce webinaire. Donc moi c'est Alexandre Duarte, je suis cofondateur de Feedback, une agence de gamification, et j'anime voilà, des webinaires de temps en temps sur la gamification et des sujets connexes pour tout simplement rencontrer d'autres professionnels, discuter de ces sujets avec des personnes qui s'y intéressent. Je trouve ça toujours enrichissant d'avoir l'occasion de discuter de gamification. Et donc cette fois-ci, j'ai proposé à Océane de joindre à nous pour nous partager son regard et son expérience sur la gamification. Et Océane m'a proposé, je laisserai Océane en dire un peu plus, mais m'a proposé de parler finalement de quelle est notre responsabilité en tant que concepteur d'un point de vue éthique dans la gamification et les nudges. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, bah, allez, c'est parti, organisons un webinaire pour discuter de tout ça. Du coup, Océane, je te laisse peut-être enchaîner. Moi, je vais m'éclipser le temps de ton intervention et s'il y a des questions, des choses comme ça, je reviendrai peut-être pour voilà, les poser en place du chat. Mais sinon, je te laisse te présenter et puis enchaîner avec ta présentation. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me mettre les slides? Comme ça, je vais... Voilà, j'avais prévu du coup. Donc écoutez, bonjour à tous, je suis contente de voir qu'on est nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite présentation donc, sur le nudge et la gamification, comme l'a dit Alexandre. Et pour commencer, je vais me présenter. Du coup, je suis Océane, designer UX/UI depuis 2021. Avant ça, je faisais de la négociation, je travaillais dans l'immobilier, mais j'ai toujours été passionnée par la psychologie, par le digital et aussi toute la partie un peu artistique et graphique. Et j'ai décidé de me reconvertir du coup en 2021. Et maintenant, je travaille en tant que freelance pour des entreprises à impact positif qui œuvrent justement dans le sport, l'entrepreneuriat, la santé, dans la logistique et l'écologie. Et à côté de ça, je suis aussi enseignante, je fais des cours de design et je fais du mentorat et du jury aussi lors d'examens. Hum, hum, hum. Hop là. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler donc d'un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations à la fois des designers, mais aussi de toute personne qui est concernée un petit peu par les produits digitaux, que ce soit les managers, mais aussi les développeurs. Donc, on va parler de gamification et de nudge, qui sont vraiment des outils très puissants pour créer à la fois de l'engagement,
de la rétention auprès des entreprises et aussi pour influencer les comportements et rendre les expériences digitales tout simplement plus agréables, plus fluides. Et on va se poser la question justement un petit peu, quelle est la limite entre l'influence positive, l'influence douce et aussi la persuasion, voire la manipulation. Et comme le disait Alexandre, du coup, en tant que designer, en tant que concepteur, on a vraiment une responsabilité face aux choix que l'on fait et l'impact qu'ils ont sur les utilisateurs. Et pour commencer cette conférence, justement, je voulais poser là cette petite image un petit peu métaphorique. Donc on voit justement une petite silhouette qui initialement va sur un chemin et il y a une forme d'incitation, quelque chose en fait qui lui indique de prendre plutôt un autre chemin. Chemin qui d'apparence a l'air d'être un petit peu plus court, un petit peu plus direct, mais au final, si cette personne marche sur les différentes cases, est-ce qu'elle n'est pas sur un chemin qui est peut-être un petit peu plus long? Donc l'image qui ici soulève un peu la question à la fois du libre arbitre et tout simplement aussi du droit chemin. Quelle est la voie la plus juste à prendre, que ce soit en tant que concepteur, mais aussi en tant qu'utilisateur? Bonjour Célia qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, c'est un petit peu l'image que je voulais mettre ici, parce que déjà, s'il y a des personnes dans les commentaires qui ont peut-être des suggestions, des réactions par rapport à cette image, donc n'hésitez pas un peu à nous dire ce que vous en pensez. Et on va poursuivre du coup avec l'introduction du sujet. Donc comme je vous disais, on va parler de psychologie d'engagement, donc de deux outils en particulier, donc à la fois le nudge et la gamification. On va se poser justement un peu la problématique de savoir par rapport à la psychologie de l'engagement, est-ce qu'on est plutôt dans de l'influence douce ou dans de la manipulation? On va justement explorer un petit peu quels sont les différents enjeux, les différentes limites de ces deux outils. Et bien sûr, on va trouver une solution finale justement pour avoir une approche à la fois plus éthique et plus responsable en tant que concepteur. Et avant ça, pourquoi est-ce qu'on parle d'éthique à l'heure d'aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est dans une ère digitale, je pense que vous le savez tous, on passe vraiment beaucoup de temps sur notre portable, sur notre ordinateur et on passe vraiment, enfin quasiment toute notre partie de notre journée là-dessus, quasiment plus de 5 heures par jour. Donc il y a vraiment cet enjeu, si vous voulez, de rétention, de fidélisation pour les entreprises du numérique, hein. C'est vraiment la clé, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Je pense que vous savez aussi qu'on est tout le temps face aussi à une surcharge cognitive, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, dans les boutiques en ligne, de e-commerce, et cetera. On est toujours bombardé d'informations, de newsletters, de contenus de plus en plus captivants. Donc on est vraiment dans cette ère d'économie de l'attention pour les entreprises numériques en tout cas. Donc c'est vraiment l'enjeu fort pour ces entreprises-là de pouvoir capter notre attention le plus longtemps possible pour pouvoir véhiculer forcément plus de publicité, de pouvoir nous proposer plus de produits. Et l'enjeu pour ces entreprises est du coup de fidéliser au maximum leurs clients, même pour des clients ou des utilisateurs par exemple qui vont utiliser les plateformes à titre gratuit. Il y a toujours cet enjeu financier, en tout cas pour les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face aussi à des plateformes qui sont de plus en plus persuasives, de plus en plus captivantes. Et donc l'enjeu pour les entreprises du numérique est de savoir justement est-ce qu'on est dans quelque chose de juste qui crée de la valeur pour l'utilisateur ou plutôt quelque chose de plutôt limite, en l'occurrence pour les entreprises, qui va créer forcément plus de trafic, plus de finances, mais qui n'est pas si vertueux que ça pour les utilisateurs. Justement, il y a Alexandre qui nous a fait un petit retour aussi dans la conversation pour nous dire que le visuel ici lui fait penser du coup au chemin de travers dans les parcs et les espaces verts. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle justement en urbanisme, en architecture, les lignes de désir, c'est-à-dire que c'est les chemins qui sont empruntés naturellement par les utilisateurs alors que l'architecte, le concepteur a créé initialement un autre chemin. Donc pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de plus direct qui en fait relate d'un souhait invisible de la part de l'utilisateur. Donc voilà, sur cette image, on a à la fois cette question de qu'est-ce que l'utilisateur désire, mais qu'est-ce que la plateforme ou le concepteur désire faire à l'utilisateur. Donc on va revenir sur la thématique. Et je vais vous présenter tout d'abord ce qu'est le nudge et la gamification.
Donc, on a ces deux outils de psychologie d'engagement. D'une part, le nudge, qui est une utilisation en fait, de biais cognitifs pour orienter les comportements des utilisateurs et inciter de meilleurs choix. Pour le nudge, du coup, on est dans ce qu'on appelle en fait le passage à l'action, c'est-à-dire que l'utilisateur a une intention dans sa tête de vouloir faire quelque chose, mais il lui manque en fait ce petit coup de pouce, cette petite influence, cette petite incitation pour pouvoir justement passer à l'action concrète. Et à côté de ça, on a un autre outil de conception, du coup la gamification, dont on parle un petit peu plus. C'est le fait d'utiliser des leviers de motivation et des récompenses externes pour créer plus d'engagement. Donc, comparé au nudge, cette fois-ci, on est déjà dans une action et on va faire en sorte, justement, grâce à ces mécaniques de gamification, de pouvoir créer de l'engagement sur du long terme, c'est-à-dire des actions qui sont répétées. Pour aller un petit peu plus dans le détail, le nudge, c'est un concept qui a été popularisé par Richard Thaler et Kassenstein et aussi d'autres auteurs français, notamment Juliette Brun. Je vous conseille le livre qu'elle a écrit qui s'appelle L'art subtil du nudge, qui est très pertinent justement si vous voulez en savoir plus sur les différents biais cognitifs qui existent, mais aussi sur les différentes stratégies qu'on peut utiliser en entreprise pour mettre en place des nudges. Donc, ce qui caractérise vraiment ce concept de nudge d'influence, c'est vraiment cette incitation douce qui permet d'influencer les décisions des utilisateurs tout en respectant le libre arbitre. Ça, c'est un aspect vraiment fondamental du nudge, donc le respect du libre arbitre. Et comme je le disais tout à l'heure, du coup, en fait, on va inciter le passage à l'action, faire en sorte justement que l'utilisateur ait cette idée, cette intention et qu'il la concrétise dans la réalité. Si on s'intéresse un petit peu plus profondément à la psychologie du nudge, c'est basé sur ce qu'on appelle le système 1, c'est-à-dire le cerveau inconscient. Le système 1, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la partie plus archaïque du cerveau qui va faire des décisions de manière rapide, intuitive, émotionnelle et automatique, contrairement à ce qu'on appelle le système 2, qui correspond du coup au néocortex, donc la partie un petit peu plus évoluée du cerveau, qui va faire des choix qui sont plus lents, plus rationnels, plus délibérés, plus réfléchis, plus logiques. Donc le nudge, ça s'appuie sur l'utilisation de biais cognitifs et de leviers de persuasion. Pour vous en citer quelques-uns, je vous ai mis la surcharge cognitive, l'aversion à la perte, la preuve sociale, l'autorité, le conformisme, l'ancrage. Des biais cognitifs, il en existe à peu près plus de 300, donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à soit lire justement le livre de Juliette Brun, ou de regarder un petit peu sur Internet, parce qu'il y en a vraiment toute une multitude. Et on va voir justement dans la pratique, dans la réalité, comment ça se matérialise. Donc on a les nudges en physique. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu dans les espaces publics. C'est une forme de signalétique, de jeu un peu qui a été mis en place. Ça peut se faire soit par exemple dans les transports en commun, soit près des poubelles, etc. Là, pour vous illustrer l'exemple de gauche, c'est ce qu'on voit à Lyon, dans les transports en commun. Donc, c'est des marches d'escalier sur lesquelles on a écrit justement des petites phrases motivantes, intrigantes, justement pour inciter les utilisateurs à prendre plutôt les escaliers, parce qu'il y a déjà cet enjeu de santé. C'est meilleur pour la santé de faire un effort physique plutôt que de prendre l'escalator. Et ça permet aussi de faciliter un peu le flux de passagers, de trafic, justement pour désencombrer un petit peu les passages. Et à côté de ça, le nudge, on peut aussi l'utiliser de manière digitale. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, en fait, des fois quand on veut adhérer à un service ou un produit, on nous propose plusieurs formules. Donc on a déjà cet effet d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va nous donner plusieurs prix différents. Et donc automatiquement, le cerveau il va s'ancrer sur le premier prix qu'il voit pour avoir une comparaison sur les autres prix. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Donc en fonction de comment on va véhiculer une information, elle va être perçue différemment, soit si c'est cadré de manière positive ou négative. Par exemple, ce qu'on peut voir aussi, c'est, je ne sais pas si vous voyez ici, mais en gros, il y a un petit badge vert où il y a écrit recommandé. Ça, on peut le voir aussi sur d'autres produits, soit par exemple le choix préféré, le choix favori des utilisateurs. Donc là, on sera plutôt dans de la preuve sociale cette fois-ci, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a d'autres utilisateurs qui prennent souvent ce produit, donc forcément, ce sera le produit le plus apprécié. Et s'il est apprécié par les personnes, donc c'est un produit qui a une forte valeur ajoutée. Parce que l'être humain est du coup un animal grégaire qui a tendance à faire comme les autres personnes. C'est ce qu'on voit justement aussi dans l'exemple numéro 1. Plus il y a de personnes qui vont prendre les escaliers, naturellement, on va aussi prendre les escaliers sans y penser. Donc on est vraiment dans quelque chose d'automatique.
Et de l'autre côté, du coup, on va voir la gamification un petit peu plus en détail. Donc, comme je vous disais, en fait, la gamification, c'est le fait de prendre des mécaniques, des éléments et des dynamiques de jeu dans un contexte qui n'est pas ludique. Ça va permettre justement de motiver les comportements des utilisateurs. Ça permettra aussi d'optimiser l'expérience utilisateur. Ça permet aussi plus de fidélisation et de rétention de manière durable. Ça permet aussi de stimuler la participation et l'engagement sur le long terme. Et pour finir aussi de réduire l'abandon d'une tâche et de faciliter aussi l'apprentissage. Et ça peut se faire du coup à travers plusieurs choses. Donc on a les éléments de gamification comme les récompenses, les badges, les défis, les classements, les points, les barres de progression. Et d'autres choses comme les mécaniques, hein, ça peut être aussi les défis, ce qu'on appelle le hasard, le feedback ou tout simplement les ressources et les victoires. Et on peut rajouter aussi des dynamiques, c'est-à-dire soit des contraintes, soit de l'émotion, soit de la narration dans le jeu, justement pour créer un univers plus ludique. La gamification, du coup, ça a été théorisé par plusieurs personnes un petit peu à travers le monde. Là, je vous ai cité des noms un petit peu connus dans le milieu. On a Yukai Shu qui a mis en place ce qu'on appelle l'Octalysis, qui est un modèle qui présente en fait 8 leviers de motivation, que je vous présenterai tout à l'heure, sachant qu'il y en a un 9e en plus. On a d'autres auteurs aussi comme Richard Bartle, Dominique Mangia-Tordi, qui eux se sont intéressés plutôt au profil des utilisateurs joueurs. Donc il y en a 4 avec 8 sous-catégories. Et on a d'autres auteurs aussi comme Nir Eyal et Célia Audan, qui sont plus intéressés à la psychologie du jeu et de l'engagement. Et pour vous parler un petit peu de gamification, justement, sur les 9 leviers d'engagement, justement, qui sont très connus, on a l'aversion à la perte. Donc, si vous voulez, en fait, l'être humain a tendance à détester perdre ce qu'il a déjà acquis ou rater une opportunité de s'enrichir. On a d'autres leviers aussi comme l'évitement, la vocation ou le sens. La vocation, le sens, c'est tout simplement ce besoin d'agir pour faire quelque chose de plus grand que soi, tout simplement, d'avoir une espèce de quête, de vocation, de but ultime, de pouvoir agir aussi pour la société. On a d'autres leviers comme la créativité ou même l'imprévisibilité. L'imprévisibilité, le hasard, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement addictif, extrêmement engageant. Ça, je pense que si vous connaissez un petit peu des gens qui jouent au casino, vous pouvez savoir justement à quel point c'est justement très, très addictif. Le fait qu'il y ait ces éléments de mystère, de surprise, ça crée forcément plus d'engagement. Et justement, il y a quelques années de ça, il y a des études qui ont été menées sur des animaux, à la fois sur des pigeons, mais aussi sur des rats, avec des récompenses justement intermittentes au hasard. C'était la botte de Skinner, justement. Donc ça rendait quasiment les animaux un peu fous de recevoir en fait de manière totalement imprévisible, incontrôlée, des petites récompenses. Et du coup, on a pu ça nous a permis de voir justement que l'imprévisibilité, c'est un levier très fort. On a d'autres leviers aussi comme la rareté et la pénurie. Ça, c'est justement un peu ce qu'on peut voir dans le luxe, hein. C'est-à-dire que moins de personnes ont accès à une ressource et plus celle-ci sera perçue comme désirable, ou le fait tout simplement qu'il y ait une ressource qui soit en quantité limitée, voilà, ça crée forcément aussi plus d'engouement. On a aussi la propriété, l'accomplissement et pour finir aussi l'influence sociale. Petit point sur l'influence sociale, comme je disais tout à l'heure, l'être humain est un animal grégaire, donc il y a toujours tendance soit à s'affilier, soit à se comparer aux êtres humains, soit être dans des dynamiques de coopération, soit de compétition. C'est l'un des leviers les plus forts, justement, parce que les êtres humains ont besoin d'interaction sociale. On a besoin, justement, de pouvoir être ensemble, mais aussi de pouvoir se comparer. Donc, c'est un levier extrêmement fort en termes de gamification. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Du coup, là, je vous ai mis un petit exemple de projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était, si vous voulez, en fait, une plateforme qui était à destination de services de vente pour des commerciaux. Donc, le but, c'était vraiment de créer une plateforme très, très gamifiée avec plein d'éléments différents pour pouvoir créer justement de la motivation chez les négociateurs, pour pouvoir les inciter à justement faire plus de ventes, à récupérer plus de clients. Donc là, il y a plusieurs éléments différents. Il y a à la fois des badges qui permettent de signifier l'accomplissement. On a aussi des scores et des points pour l'aspect propriété que l'on peut échanger justement contre des biens matériels, contre des cadeaux. On a aussi une dynamique de challenge, de compétition.
Donc là, on est aussi dans de l'influence sociale, donc soit pouvoir collaborer avec d'autres membres de l'équipe, soit être en compétition les uns contre les autres. Et pour finir, on a aussi des barres de progression qui permettent aussi de signifier l'accomplissement d'un but. Donc si vous voulez, cet exemple de gamification, il est très pertinent dans un dilemme presque éthique. Donc est-ce qu'on est sur une plateforme qui est vraiment là pour faciliter des efforts de travail, ou est-ce qu'on est dans un outil qui est presque un peu infantilisant pour un adulte qui est censé déjà réaliser de lui-même en fait son propre travail, de se motiver par lui-même, par ses propres moyens. Donc la question justement de l'aspect un peu éthique ou non en matière de gamification, il est assez intéressant en tant que concepteur, en tout cas quand on travaille. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette puce à l'oreille pour savoir si ce que l'on fait est juste ou non. Donc on en vient à se poser du coup la fameuse question, si ces techniques de psychologie d'engagement sont si efficaces, on peut justement légitimement en fait se poser la question de quelle est la limite entre l'influence bienveillante et la manipulation. Si on part du principe que influencer, c'est concevoir des choix et que persuader, c'est orienter l'intention, à partir du moment en fait où on informe d'autres personnes, on leur donne de l'information, à partir de quel moment en fait ça devient de la manipulation? Surtout quand on se rend compte que les mécaniques de jeu et les biais cognitifs, ça façonne vraiment nos décisions et nos comportements. C'est à partir de ce moment-là qu'en fait le rôle du designer, mais aussi du développeur ou de l'équipe produit, du manager, c'est plus un rôle qui est neutre, mais vraiment on devient les architectes du comportement, des architectes de choix. Donc la question qui se pose, c'est pas tellement est-ce que ce qu'on va créer est efficace, va créer de la performance, de la rétention, mais est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de juste? Est-ce que ça respecte justement le libre arbitre de l'utilisateur? Est-ce que c'est bénéfique pour lui ou ça ne l'est pas? Et du coup, on se pose valablement la question de quelle est la limite entre engagement et dépendance. Donc là, on peut justement voir un peu la face un peu plus obscure de la gamification et du nudge. Donc quelques petites définitions pour commencer. On a le sludge, du coup, c'est c'est l'inverse du nudge, du coup, le fait de mettre une friction volontaire pour dissuader, pour ralentir l'utilisateur dans l'accomplissement de sa tâche, justement parce que c'est pas dans l'intérêt de l'utilisateur, mais plus dans l'intérêt de la plateforme, ou inversement. Et à côté de ça, on a aussi le dark pattern. Du coup, c'est une technique de design de mécanique de jeu en fait, qui est délibérément trompeuse et qui pousse l'utilisateur à faire quelque chose qu'il n'aurait pas envie de faire, dont il n'aurait pas forcément conscience. Donc si on va un petit peu plus dans le détail, du coup, pour le dark pattern en gamification, c'est vraiment lorsqu'on utilise des techniques de jeu de manière vraiment détournée pour tout simplement manipuler l'utilisateur, exploiter ses émotions, ses motivations, le faire agir contre ses propres intérêts pour générer une forme d'addiction ou de dépense d'argent, comme dans les casinos par exemple, ou de créer une forme d'engagement forcé. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Par exemple, si on a des amateurs de jeux mobiles, de jeux vidéo, par exemple, lorsqu'on commence dans les jeux freemium, on a des récompenses qui nous sont données gratuitement au début, sauf que si on rate un jour de connexion, finalement, en fait, notre score va rebasculer à 0, et donc ça va créer une frustration en fait, chez l'utilisateur, ce qu'on appelle plus précisément la FOMO, Fear of Missing Out. Donc c'est vraiment l'aversion à la perte. Comme je disais tout à l'heure, donc l'être humain déteste perdre ce qu'il a déjà acquis ou manquer une occasion de s'enrichir. Et donc ça va créer une forme de compulsion en fait, chez l'utilisateur à revenir tous les jours sur la plateforme, même s'il n'en a pas forcément envie, juste pour garder cet acquis. Donc finalement, il n'est plus trop libre de son choix, il est engagé dans quelque chose dont il n'a pas forcément connaissance. Voilà, à gauche, je vous ai mis un petit exemple de jeu vidéo, et à droite, un exemple justement sur une plateforme gamifiée, qui est Snapchat, justement pour ceux qui ont connu la petite flamme. C'est justement en fait lorsqu'on s'envoie des messages de manière récurrente et journalière avec ses amis, donc ça permettait de garder un certain score, une petite flamme qui augmente au fur et à mesure. Sauf que lorsqu'on rate une journée, 24 heures d'envoi, du coup le score rebascule à 0, donc ça crée vraiment cette frustration chez l'utilisateur. Et comme je disais, cette compulsion en fait, à revenir plusieurs fois régulièrement en fait, sur la plateforme. Dans la pratique, on peut voir aussi en gaming dark pattern d'autres choses. Donc là, je parlais d'aversion à la perte. Par exemple, si on est sur un site marchand, il arrive des fois qu'on nous mette
que le stock est faible, c'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu sur la rareté, sur la pénurie. À côté de ça, on peut mettre aussi d'autres, enfin les plateformes mettent d'autres messages comme attention, il y a déjà 17 personnes qui ont l'article dans leur panier, ou vous n'avez que 10 minutes pour acheter cet article. Donc là, pareil, en fait, on va jouer sur la rareté, sur la pénurie, sur la version à la perte. On va créer cette friction, en fait, cette frustration on va pousser à agir en fait l'utilisateur dans un temps qui est très limité. Donc au final, il ne va pas réfléchir, il va être vraiment dans le système 1 dont on parlait tout à l'heure sur le nudge, où il va prendre une décision automatique sans avoir forcément à réfléchir par rapport aux conséquences, aux avantages ou aux inconvénients de cet achat. Et si on vient sur le sludge maintenant, donc c'est l'ajout délibéré d'une friction inutile dans une interface pour ralentir, décourager ou complexifier certaines actions au détriment de l'utilisateur. Et donc ça repose sur des tromperies à la fois visuelles, émotionnelles ou cognitives. Donc le sludge, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en fait dans les abonnements. Je pense que vous l'avez déjà vu par exemple sur Amazon Prime. Lorsque vous souscrivez du coup à l'abonnement, des fois ça se fait presque de manière instinctuelle sans qu'on en ait conscience parce qu'on va cliquer du coup sur acheter un article, le mettre dans un panier. Et du coup, c'est très facile de souscrire à l'abonnement, sauf qu'un mois plus tard, vous vous retrouvez avec un email de la plateforme qui vous dit qu'au final, voilà, vous êtes abonné, vous devez de l'argent, et au final, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais souscrit à ça. Et donc, vous voulez vous désabonner, sauf que pour trouver le fameux bouton désabonnement, ça va être assez compliqué déjà parce que le bouton, l'interface va être assez enfouie dans la plateforme. Et à côté de ça, il va y avoir aussi d'autres messages de confirmation répétés ou même des messages culpabilisants justement qui vont jouer aussi sur cette aversion à la perte, qui vont vous dire attention, vous allez perdre tous vos avantages, etc. Donc ça peut être très frustrant pour l'utilisateur. Comme autre exemple, on peut prendre les compagnies téléphoniques. C'est très facile de pouvoir souscrire un abonnement pour son téléphone portable, mais par contre, lorsque vous voulez vous désabonner, vous allez passer presque 1 heure au téléphone avec un agent qui va vous dire qu'il y a plusieurs étapes à faire. Ensuite, il va falloir faire une lettre recommandée avec accusé de réception et ensuite payer des frais, etc. Donc là, en termes de sludge, donc on va vraiment jouer sur quelque chose, sur une interface, sur un processus qui va être très long, confus, fastidieux et complexe à résilier. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une tactique d'usure cognitive qui va vraiment exploiter l'inertie de l'utilisateur. Donc c'est plus facile pour l'utilisateur en fait, de ne pas agir, de rester dans cet abonnement plutôt que d'agir, même si ça prend qu'une heure, parce que ça va être extrêmement frustrant et très dur à résilier. Et maintenant qu'on a vu du coup à la fois les avantages et les inconvénients de ces différents outils de conception, donc il est légitime de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour mieux concevoir, sachant que le nudge et la gamification, ça peut être autant des outils très impactants, très positifs, mais aussi on a vu l'aspect un petit peu plus sombre. Donc on va voir maintenant quelles sont les différentes solutions pour les concepteurs ou en tout cas les équipes de conception produit, justement pour pouvoir avoir une posture plus éthique. Et en parlant d'éthique, justement, petite définition, qu'est-ce que c'est? Donc l'éthique, ça repose sur le respect de l'utilisateur. Donc quand il s'agit de concevoir des plateformes, des interfaces ou des parcours, le but c'est vraiment de guider et pas de tromper, et de créer une forme d'engagement mais pas de contrainte. Donc un design éthique, c'est vraiment un design qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions qui sont à la fois libres et éclairées sans qu'il y ait de biais cachés. On a aussi une deuxième notion qui s'appelle la responsabilité. Donc c'est le fait que le designer reconnaisse en fait, l'impact de ses choix sur les comportements et sur le bien-être des utilisateurs. Donc lorsqu'on adopte une approche responsable, on prend vraiment en compte les conséquences et on agit en conscience. Et il y a une troisième notion qui est assez proche déjà de l'éthique et de la responsabilité, ce qu'on appelle le paternalisme libertarien, qui cette fois-ci a été défini par Richard Thaler et Kassenstein dans le cadre du nudge. Donc c'est une approche où les individus restent libres de leurs choix, mais où l'environnement est conçu vraiment de sorte à orienter les décisions pour quelque chose de plus bénéfique, de plus vertueux. Donc en UX design, ça consiste tout simplement en fait d'inciter des comportements qui sont bénéfiques, qui sont vertueux, sans qu'il y ait de coercition ni de tromperie. Et comme je disais aussi en préambule, ce qui est très important dans le paternalisme libertarien, c'est vraiment cette notion de libre arbitre, de pouvoir
respecter la liberté de choix de l'utilisateur. Et du coup, comme on l'a vu, la psychologie d'engagement, elle est tout à fait utile pour les concepteurs. On est justement dans une posture où on peut utiliser ces outils justement pour faire le bien autour de nous, à partir du moment où ça permet de faciliter des décisions qui sont à la fois alignées avec les intérêts de l'utilisateur, mais aussi de la plateforme, où on favorise aussi des comportements qui sont positifs, tant pour les utilisateurs, mais aussi pour le bien commun. Ça peut être justement en termes de santé, d'écologie, de sport. Et à partir du moment où aussi on crée une forme d'engagement, mais qui soit libre et pas de dépendance. Donc à partir de ce moment-là, le nudge et la gamification, c'est des outils qui sont tout à fait valables et positifs lorsqu'on veut les utiliser dans la création de plateformes. Et en pratique, si on veut avoir une posture éthique et responsable, qu'est-ce que ça donne? Donc il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, soit à titre personnel en tant que designer, mais aussi en tant qu'équipe produit, en tant que développeur ou toute personne concernée. La première chose, d'une part, c'est d'impliquer les utilisateurs dès le départ. Donc lorsqu'on est dans un processus de design thinking, on met toujours l'utilisateur au centre de la démarche. Pour ce faire, du coup, on peut utiliser des méthodes de recherche, justement pour comprendre quels sont les besoins, les désirs réels, sans faire d'hypothèses biaisées. On peut aussi tout simplement effectuer des tests avec divers groupes pour savoir justement si notre design est à la fois inclusif. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle tout simplement un cadre éthique. Donc on va cette fois-ci collaborer avec des experts en éthique numérique ou en protection des données, par exemple. On peut aussi concevoir pour la durabilité, mais pas pour l'addiction. Donc on va plutôt encourager des pratiques qui réduisent la surconsommation ou l'obsolescence programmée, et aussi prévoir des fonctionnalités qui permettent de limiter l'impact environnemental. Ce qu'on peut faire aussi, c'est intégrer de l'accessibilité, c'est-à-dire se baser par exemple sur des règles comme le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, pour justement faire en sorte que les plateformes soient plus accessibles, qu'il y ait une meilleure architecture d'information, qu'il y ait un bon jeu de couleurs, de contrastes ou des alternatives textuelles, justement pour faire en sorte que toutes les personnes qui utilisent notamment des technologies d'assistance puissent avoir accès à la plateforme. Ce qu'on peut faire également, c'est refuser tout simplement les dark patterns et les sludge en entreprise. Donc il faut être déjà capable de connaître un petit peu les bases de la psychologie, et être capable aussi d'identifier les schémas manipulateurs sur les parcours utilisateurs, et de refuser catégoriquement de les utiliser en tant que designer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tester des parcours pour vérifier justement qu'ils respectent à la fois les attentes et les choix des utilisateurs, et créer aussi un espèce de feedback, un loop éthique, justement permettre aux utilisateurs eux-mêmes d'avoir soit un formulaire pour pouvoir contacter l'entreprise et pouvoir faire remonter les problèmes ou les abus, et surtout aussi adapter les plateformes grâce au retour utilisateur qu'on récolte. Et pour finir, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement former les équipes, donc sensibiliser les différents membres, que ce soit les designers, les développeurs, les décideurs, justement aux différents enjeux éthiques, et organiser aussi des ateliers ou des formations pour explorer un peu les différents dilemmes en matière de responsabilité. Et pour terminer, on peut parler de différents dilemmes éthiques en matière du UX design. Par exemple, sur l'exploitation des données personnelles, il y a des applications qui collectent plus de données que nécessaire sans en informer clairement les utilisateurs. Si on est dans ce cas d'espèce, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est dans les conditions générales, préciser justement aux utilisateurs quels sera justement le but, quelles seront les fins de cette collecte de données, et d'être aussi plus clair tout simplement lorsqu'on engage les utilisateurs dans une plateforme, lorsqu'ils font leur onboarding, pour savoir justement si ces données vont être revendues ou non, est-ce que c'est nécessaire de devoir tout mettre pour s'inscrire. Deuxième dilemme éthique, par exemple sur les biais algorithmiques, pour les entreprises qui conçoivent des systèmes de recommandation qui favorisent en fait seulement des groupes ou certaines perspectives. Justement, là, on est dans un modèle qui n'est pas inclusif. Donc là, l'idée, ce serait justement de pouvoir élargir un peu le spectre, et de faire en sorte de pouvoir regrouper un maximum de personnes. Et pour finir, par exemple, sur les addictions numériques, donc par exemple les fonctionnalités qui encouragent l'usage excessif, ça peut être les notifications, ça peut être les mailings.
Justement, donc là, on serait plutôt dans une démarche où on va refuser catégoriquement de mettre en place des notifications intempestives, ou du moins on laisse l'utilisateur la possibilité de pouvoir paramétrer son propre téléphone pour pouvoir avoir moins de notifications ou que les notifications urgentes. Ce qu'on peut faire pareil en termes de mailing, c'est plutôt que d'envoyer des masses de mails de manière récurrente, c'est plutôt envoyer moins de mails mais avec des informations plus qualitatives pour justement laisser aussi à l'utilisateur cette possibilité d'avoir accès à de meilleures informations et pas d'être tout le temps pollué par des messages en permanence. Et en conclusion, du coup, ce que je voudrais dire, c'est que en tant que concepteur, en fait, nos choix ont des conséquences. Donc, c'est mieux de concevoir en conscience. L'éthique en UX design, c'est vraiment une démarche qui est continue. Il ne s'agit pas seulement en fait, de suivre des règles, mais aussi d'adopter une posture de réflexion et d'être responsable face à l'impact de nos choix. Et j'ai tendance à dire surtout qu'en tant que concepteur, en tant que designer, en tant que développeur, en tant que manager, à partir du moment où vous êtes sur le droit chemin, faites en sorte aussi d'emmener vos utilisateurs avec vous. Et voilà, j'ai fini pour ma présentation. Je voudrais justement un petit peu ouvrir le dialogue dans le chat. S'il y en a parmi vous déjà qui ont vécu des expériences, que ce soit en tant qu'utilisateur sur des plateformes, est-ce que vous avez été déjà face à des dilemmes un petit peu éthiques ou des plateformes qui sont un petit peu trop addictives, ou justement, est-ce qu'en tant que concepteur, vous avez déjà eu cette problématique-là de devoir mettre trop de techniques d'engagement dans une plateforme pour pouvoir avoir trop de rétention et que ça vous a posé un petit peu un problème sur cette question de limite un peu, est-ce qu'on est dans quelque chose d'impact à impact positif, pardon, ou est-ce qu'on est sur une expérience qui est addictive et confusante. Donc je laisse la parole à vous dans le chat si vous voulez rebondir. Ou Alexandre, si tu veux nous partager. Merci Oussam pour la présentation. Alors en attendant que dans le chat il y ait des questions ou des réactions à cette ouverture, justement il y avait Valérie qui demandait, normalement je vais afficher sa question, hop, qui demandait si c'était pas subjectif ce qui est bon pour l'utilisateur. Et du coup, justement, comment on pourrait faire pour, on va dire, s'assurer que ce qu'on design, ce qu'on conçoit, soit intéressant pour eux. Et du coup, comment on peut challenger ça éventuellement, je poursuis un peu la question de Valérie, comment on peut challenger ça si par exemple on a un client qui pense que c'est bon pour l'utilisateur, nous on n'est pas forcément d'accord avec lui. Du coup, comment on fait pour se mettre d'accord par rapport à ça? Alors, je suis tout à fait d'accord sur la question. C'est vraiment très subjectif, hein. C'est vraiment, enfin, c'était tout l'enjeu justement de la conférence, de savoir quelle est la limite entre influence douce et manipulation. Donc, je pense qu'on a tous un peu notre propre curseur par rapport à notre vécu. Mais justement, dans une démarche de design, comme je le disais, en fait, le plus important, c'est toujours de mettre l'utilisateur au centre de la plateforme et pas tellement l'entreprise, hein. Donc, quand on est face à ce genre de dilemme éthique, de vouloir rajouter des fonctionnalités qui seraient peut-être trop engageantes, l'essentiel, ça reste de toujours faire des tests utilisateurs, ne serait-ce que sur un petit échantillon, sur 5-10 personnes, pour avoir leur retour, tout simplement, pour savoir ce que ces personnes en pensent. Si est-ce que dans leur quotidien, elles pensent que ça aura un impact faible, ou si potentiellement, elles pourraient être quasiment accro du coup à leur téléphone, à la fonctionnalité. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour ces personnes? Est-ce que ça répond à leurs besoins, ou est-ce que c'est du superflu, tout simplement? Complètement d'accord avec toi. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais vue sur une conférence d'Ubisoft où il parlait d'un projet comment dire, de brosse à dents connectée pour des enfants, pour les inciter à bien se brosser les dents comme il fallait. Et du coup, c'était avec la licence Lapin Crétin. Et en Ah fait, oui. sur les premiers tests, ils se sont rendus compte que les enfants étaient tellement à fond qu'ils se brossaient trop les dents et du coup, ils s'abîmaient les gencives. Donc effectivement, le fait de tester, ça permet de se rendre compte que finalement, on n'est plus complètement au service des utilisateurs, parce que du coup, on leur fait du mal quelque part. Et arrêter de pédaler pour être entre guillemets moins engageant, peut-être faciliter le fait d'arrêter, peut-être ajouter un timer pour dire voilà, en fait, au bout de 3 minutes, le jeu est terminé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, des choses comme ça. Donc,
C'est vrai que je pense que le test, c'est une bonne façon de s'assurer que ça sert aussi pour les utilisateurs. Le Oui, tu as test une sur les autre. tests, ça sert. Je voudrais juste rebondir, mais Vas-y, enfin, des vas-y. fois, même quand on fait des tests utilisateurs ou quand on a des personas, c'est-à-dire qu'on a comment dire? Des exemples typiques de clients, d'utilisateurs, des fois, ça nous arrive aussi tout simplement de basculer dans des extrêmes, sachant qu'on va être face des fois à un public, bah, qui sera, pas forcément très réceptif à telle ou telle fonctionnalité, donc il va être capable de lui-même de savoir, s'arrêter, de pas trop s'engager dans une plateforme. Et à côté de ça, on a des personnes aussi qui sont un petit peu plus vulnérables, qui, en tout cas dans leur psychologie, dans leur système dopaminergique, elles sont plus sensibles justement à toutes ces récompenses, à toutes ces interactions aux likes et cetera, donc elles pourront facilement plus basculer dans des formes d'addiction aussi. Donc là, la question se pose, au final, qui est responsable? Est-ce que c'est, la responsabilité de l'entreprise qui met en place, la plateforme, de devoir, contrôler les usages, ou c'est la personne elle-même qui doit être en mesure de se dire: «Attention, là, je j'ai des comportements qui sont excessifs parce que j'ai peut-être d'autres problématiques en dessous» et cetera. Donc C'est vrai que c'est une bonne problématique parce que moi j'ai passé pas mal de temps par exemple à jouer à World of Warcraft et mmh, j'ai jamais eu l'impression d'être addict. Alors forcément j'aimais bien ça et du coup quand je pouvais y passer du temps, j'y passais du temps. Mais je croise maintenant d'autres personnes qui me disaient ah bah World of Warcraft j'y ai beaucoup joué aussi quand j'étais jeune, mais en fait maintenant je m'interdis d'y jouer parce que je sais que si j'y joue je vais y passer trop de temps. Moi je n'ai pas ce problème-là, enfin ça m'arrive de reprendre quand il y a une extension qui m'intéresse et je pense qu'il y a effectivement ce côté aussi, on n'est pas tous égaux ou responsables de la même façon. Enfin là, je pense que c'est pas juste responsable. Mais il y a vraiment cette question de est-ce que du coup c'est la faute des concepteurs et comment du coup on peut quand même essayer de limiter le côté engageant. C'est assez intéressant. Mais parfois il faut aussi voilà, que les utilisateurs mettent leurs propres garde-fous peut-être. mmh. Il y avait une autre question de Emeric, alors je l'affiche aussi sur la vidéo. Donc, il semble que beaucoup n'ont pas autant de scrupules et seront en concurrence plus agressive en utilisant les dark patterns, etc. Est-ce qu'il semble qu'il y ait peu d'encadrement d'un point de vue légal? Est-ce que l'environnement actuel des métiers de l'UX UI ne serait pas le problème puisqu'il permet ce genre de pratique? Je laisse peut-être réagir un petit peu, puis je compléterai. Alors oui, c'est sûr, il y a Euh, pas de enfin, à ma connaissance, en tout cas, il y a pas d'aspect légal, en tout cas, pour interdire ce genre de pratique. Après c'est admis en tout cas, dans l'UX design d'utiliser, bah, à la fois les biais cognitifs, la gamification justement pour créer de l'engagement et comme tu le soulignes Aymeric, en fait, c'est sûr qu'il y a des personnes, hein, qui ont moins de scrupules parce que tout simplement, peut-être c'est le cadre de travail qui fait qu'elles ont pas forcément d'autorité pour pouvoir contester, les décisions des responsables, des patrons justement qui veulent, ce genre de pratique, sur leur plateforme. Après, il y a d'autres personnes, je pense peut-être par exemple pour les freelances qui, justement sont peut-être plus en mesure de choisir leur projet. Moi, en tout cas, c'est mon cas justement parce que je fais de l'impact positif avec des petites sociétés. Donc on essaie justement d'avoir vraiment cet aspect bénéfique, en tout cas dans notre travail. Mais je pense que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde et là où je pense où les UX designers sont aussi responsables, c'est peut-être, même en fait dans leur formation, c'est que, par exemple pour les jeunes, designers en devenir, c'est pour leur, comment dire? Pour leurs professeurs d'être capables aussi de lorsqu'ils enseignent de la psychologie, de leur dire, tout simplement d'avoir un peu ce débat qu'on a aujourd'hui, de dire en fait quels sont les aspects positifs de la psychologie d'engagement et quels sont les aspects négatifs et qu'il y a vraiment cet aspect en fait de responsabilité, d'éthique, de respect du libre arbitre et de l'utilisateur qu'il faut mettre en avant. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'éducation, de la communication, de soit pouvoir proposer, voilà, tout simplement, soit des livres, soit des conférences, soit des parcours de formation qui sont plus axés sur la responsabilité et sur l'éthique. Ouais, complètement, je pense qu'effectivement, en tant que designer, si on intervient en école, c'est toujours important de parler de ces questions-là, même simplement juste pour créer du débat, et faut se dire que chacun a un petit peu sa façon aussi de tracer la ligne entre ce qui paraît OK ou pas. Comme Océane, moi je suis indépendant, donc j'ai la chance de choisir quand même un minimum mes projets.
Donc ça me permet d'éviter typiquement les projets où le but c'est juste de faire de l'argent via la gamification ou les projets où le but est de nuire aux utilisateurs. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, ça va dépendre aussi justement de si. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut être plus sélectif quand justement on a le choix dans les clients parce qu'on a plusieurs propositions. Parfois ça peut être plus compliqué. Sur le côté encadrement d'un point de vue légal, c'est le problème, c'est qu'il y a effectivement un peu de lois ou de mesures qui sont prises. Le problème, c'est que c'est souvent très, très lent par rapport à comment le monde du numérique évolue. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est RGPD, opt-in, double opt-in, etc., c'est des mesures qui sont là justement pour lutter contre des dark patterns, enfin en tout cas des pratiques qui visent à manipuler les gens et les inciter à s'inscrire à des choses qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir toujours des grands acteurs, notamment français, qui nous forcent à nous abonner à des services parce qu'ils sont gratuits pendant qu'on achète un de leurs produits et finalement nous facturer derrière alors qu'on n'avait rien demandé ou des choses comme ça. C'est aussi une question de punition. Et sur le volet plus jeu notamment, sur tout ce qui est, comment dire, jeux, notamment les gachas, donc les jeux où une grosse part du gameplay se base sur le fait d'acquérir des ressources, des objets, et notamment des personnages de façon aléatoire, c'est de plus en plus encadré. Il y a quelques années, il n'y avait pas besoin d'indiquer par exemple les pourcentages d'obtention de chacune des options qu'on avait sur voilà, ce tirage au sort-là. Maintenant, c'est le cas, et par exemple, tout ce qui est trop aléatoire de ce type-là, maintenant, c'est un peu tout simplement interdit en Belgique. Donc peut-être que d'autres pays européens feront le même pas après. Mais le problème, c'est que ça reste lent et il y aura toujours des nouvelles techniques qui sont là pour influencer les personnes et leur faire dépenser plus d'argent. Sur le même sujet, j'affiche à chaque fois les remarques. Euh, du coup, il y avait Marion qui disait une méthode assez répandue, et si tu expliques aux utilisateurs les mécanismes et l'objectif derrière une feature, est-ce que ça leur pose problème ou non? Sinon, il y a des chances que ce soit éthique. Donc c'est vrai que dans tous les cas, moi j'ai l'impression que si on arrive à discuter avec les utilisateurs euh, et pas juste leur faire tester, ça peut être une chose assez intéressante. Qu'est-ce que t'en penses, Océane? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu recommandes? Je pense qu'à partir du moment où il y a de la transparence et de la communication et où on met l'utilisateur en fait au centre de la démarche, donc forcément ça peut en effet améliorer les choses. Après c'est vrai que dans ma pratique, moi j'ai pas eu enfin l'opportunité de faire ça ou j'ai pas vu d'autres designers être 100% transparent en fait sur les différentes techniques qui sont utilisées en matière de design. Après, enfin, maintenant que le sujet a été soulevé, moi je me verrais en fait très bien pouvoir l'expliquer aux personnes. Enfin, je sais en tout cas que dans ma pratique, j'ai déjà été amenée à travailler justement sur des projets extrêmement gamifiés pour faire de l'écologie. Et justement, comment dire, les utilisateurs que j'ai en entretien, justement, leur expliquer un petit peu le contexte, sans forcément aller dans la psychologie de l'engagement, dans la gamification, etc. Parce que ça reste quand même des choses, enfin des notions qui sont un petit peu complexes à comprendre si on n'est pas un peu dedans. Mais en tout cas, on avait bien expliqué que voilà, ce serait une plateforme ludique, justement, pour créer plus d'incitations vertueuses pour faire du tri. Et en tout cas, ça a été très bien accueilli par les utilisateurs. Donc, je pense que. Enfin, après, ça dépend du contexte, ça dépend de quel type d'entreprise, pour quel type de fonctionnalité. Mais en tout cas, s'il y a vraiment cet aspect, comme je disais, en fait, dans le nudge, l'aspect vraiment vertueux, de vouloir faire quelque chose pour le bien commun, espèce de quête, de sens, de vocation, je pense qu'à partir du moment où on peut s'exprimer clairement avec les utilisateurs, ça peut être tout à fait bien perçu. Complètement. Moi, de mon côté, ça m'arrive d'animer des ateliers avec les gamificards pour que des utilisateurs, du coup, génèrent des idées de gamification sur le projet dont ils vont vivre l'expérience. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en place pour plein de raisons. Euh, et du coup, je pense que ce serait assez intéressant de pouvoir proposer effectivement une explication un peu des mécanismes qui sont en place, par exemple sur un site web ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, notamment parce que pour le,
pour les utilisateurs lambda, c'est pas forcément pas leur sujet d'expertise, ni le design ni la gamification, donc c'est pas évident de tout comprendre. Par contre, effectivement, leur dire on essaye de rendre plus engageant une application sur tel sujet et ça va vous apporter ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît OK? Et pourquoi pas parler justement aussi de finalement qu'est-ce qu'on fait des données qui sont recueillies, des choses comme ça, je pense que c'est intéressant. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que effectivement, on va plus avoir un combo un peu designer engagé et projet engagé qui vont du coup proposer des questions sur des, par exemple, voilà, applications sur le tri, sur les économies d'énergie, etc. des personnes. Ça va paraître OK. Et par contre, on risque d'avoir des designers qui se posent un peu moins la question de l'éthique pour des entreprises qui se posent moins la question de l'éthique sur des projets moins éthiques et qui ne feront pas cet exercice-là. Et du coup, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Il Ouais. y a, sur cet aspect-là, il y a... Je voudrais Ouais, juste vas-y. rebondir aussi pour finir. Il y a justement le fait d'expliquer les mécanismes de gamification, de nudge, etc. Il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la série Dopamine sur Arte, qui est extrêmement bien faite. C'est un format qui est justement assez court, qui prend l'exemple de la plupart des grandes plateformes, GAFAM, etc., enfin, que ce soit plutôt des Snapchat, Instagram, LinkedIn, et qui explique en moins de 10 minutes justement quel est le fonctionnement des techniques de jeu, de nudge, et comment ça fonctionne en fait dans le cerveau par rapport à la génération de dopamine, qui est l'hormone en fait de la motivation et qui crée justement cette addiction. Et la série, du coup, elle est disponible soit à la télévision, soit sur YouTube. Et justement, ça permet aussi, je pense, au plus grand public d'avoir accès aussi à l'information, de comprendre un peu les différentes mécaniques et d'être déjà tout simplement plus informé, plus conscient de l'usage numérique. Je vais essayer de... Ouais, Si tu veux aller effectivement, voir c'est une... et de le mettre en Ouais, je, commentaire. je le rajoute sur le commentaire. Voilà. Mais justement, voilà, il y a des émissions qui, en tout cas, enfin, c'est un sujet qui est d'actualité, qui fait presque polémique, hein, et qu'on peut retrouver déjà plus facilement, en tout cas sur des plateformes comme sur YouTube, pour comprendre de manière un petit peu plus accessible comment fonctionne justement la psychologie de l'engagement. Mhm. Donc j'ai mis un lien faire la vidéo qui parle d'Instagram. Il y a Charlotte qui nous dit le problème vient peut-être aussi des métriques qui sont suivies, par exemple augmenter le taux de conversion par tous les moyens. Moi j'ai l'impression effectivement que quand on fait de la gamification, qu'on conçoit des nudges, l'idée c'est quand même de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'accentuer comme comportement, qu'est-ce qu'on a envie de créer comme expérience engageante et c'est vrai que quand on est sur ces questions-là, de booster des métriques qui au final sont pas forcément au service des utilisateurs, on peut arriver à des moments où finalement on est un peu moins sur de la conception éthique. Mm. Ça me fait penser un petit peu, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un peu de bruit dernièrement sur Duolingo, qui est une application qui utilise énormément de gamification sur des questions d'apprentissage de langue. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le business model tourne sur des abonnements qui visent à faire rester les personnes longtemps, parce que on gagne de l'argent à chaque fois que les gens payent leur abonnement, plutôt que de se dire l'argent qui est payé dépend de euh, la qualité de l'apprentissage ou la progression qu'on a eu dans l'application, des choses comme ça, finalement, on se retrouve effectivement à avoir une stratégie de gamification qui est plus là pour retenir les gens et les faire payer, plutôt que les faire progresser concrètement sur l'app et les faire partir de l'app une fois qu'ils ont justement atteint le bon niveau, quoi. Bah, justement, il me semble que Duolingo, ils ont eu pas mal de plaintes ou de procès justement pour abus enfin, dans ces pratiques, hein. C'est possible, j'ai pas vu le côté procès, j'ai vu le fait qu'il y avait un peu de bad buzz, mais non, ok, j'essaierai de regarder s'il y a des procès, ça m'intéresse. Il y a Patrick qui nous dit que l'un des objectifs de l'association Design Ludique est de proposer des outils pour aider les équipes à mieux concevoir des produits et services numériques et les communautés en ligne sur Mattermost. Ouais. Effectivement, et donc Patrick avait déjà partagé un peu plus haut le lien d'une ressource donc de l'asso Design Ethic sur le sujet. Effectivement, c'est intéressant de justement rejoindre d'autres personnes qui débattent de ces sujets-là pour voilà, découvrir des ressources, etc. Merci pour la reco.
Il y a Emmerich qui nous dit, est-ce qu'il existe peut-être à l'inverse des dark patterns, des pratiques bienveillantes qui utilisent aussi la psychologie? Oui, bah, c'est tout l'intérêt du nudge, hein. C'est dans la définition même du nudge, en fait, de pouvoir respecter le libre arbitre de l'utilisateur, de créer un environnement de choix qui soit justement vertueux, donc inciter des comportements qui sont bénéfiques à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour la société. À titre d'exemple, les nudges dans l'espace public, ce serait par exemple lorsqu'on est dans une cantine, de mettre en avant tous les services avec plutôt les fruits, les légumes, les viandes saines en premier, soit à hauteur de yeux, soit en avant de l'espace, et de mettre toute la partie avec par exemple les gâteaux, les petites cochonneries, tout ça, tous les trucs un petit peu sucrés et gras, les mettre plutôt de manière éloignée, justement pour intuitivement faciliter l'accès à ce qui est bon et demander plus d'efforts pour aller chercher quelque chose qui le serait moins. Donc là, on est vraiment sur du nudge. Complètement, de façon générale, je pense que il y a vraiment cette question de à quoi servent ces techniques-là, et par exemple, on pourrait retrouver certaines techniques de gamification. Enfin, moi, je parle plus de gamification parce que c'est le sujet que je maîtrise, on va dire, le plus. Mais en fait, il y a plein de techniques qui sont relativement neutres et qu'on peut utiliser à plein d'objectifs différents. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de s'en servir plutôt pour renforcer la motivation des utilisateurs sur des tâches qu'ils ont envie de faire, faire du sport, faire des actions éco-responsables, etc., plutôt que de s'en servir pour essayer de les détourner vers des actions qui les intéressent pas, mais qui intéressent du coup le client, notre entreprise. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est que certaines techniques sont juste, à mes yeux, relativement neutres et peuvent être utilisées pour différents enjeux. Si vous avez envie, j'en profite vu que la question est là, si vous avez envie de voir justement un petit peu comment on peut utiliser les nudges sur un projet, on va dire vertueux, dans un peu plus d'un mois, je regarde mes notes, c'est le 30 juillet midi, on accueille Pierre Etienne Delphi pour parler justement de retour d'expérience sur les nudges par rapport de jeter des mégots un peu n'importe où. Et donc, il fait partie d'un éco-organisme qui traite de ce sujet-là et donc ils ont mis en place, de ce que j'ai compris, des grosses campagnes à la fois de communication et de nudge. Et donc, ça va être assez intéressant de voir comment ils ont avancé sur ce sujet, quels sont les résultats, etc. Donc, ça vous intéresse à la fois en ligne, en replay, mais ce sera dans un mois. Midi 57, est-ce qu'il y a une peut-être dernière question? Je vous laisse partager en commentaire. Sinon, ce sera tout pour ce webinaire-là. Dans tous les cas, bien sûr, il y aura le replay qui est déjà disponible, je pense, sur LinkedIn, mais qui sera aussi disponible sur la chaîne YouTube Feedback. Et vous pouvez continuer à nous poser des questions, que ce soit du coup sur cet événement LinkedIn ou directement en MP. Je suis présent sur LinkedIn, Océane également. Il ne faut vraiment pas hésiter. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions, donc on va peut-être pouvoir clôturer, et puis comme ça, pouvoir aller manger. Ceux qui n'ont pas encore mangé. Faire une petite pause, ouais. Mais en tout cas, c'était très chouette. Merci pour l'invitation et merci pour les participants. Merci pour le petit débat à la fin aussi. Merci à tous, effectivement, d'être venus écouter cette présentation d'Océane, et surtout, effectivement, d'avoir discuté avec nous à la fin, parce que, comme le disait Océane, le but de tout ça, c'est bon, à la fois de vous partager le cadre et des retours d'expérience, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le débat à la fin, donc merci pour ça. Et puis, on se retrouve bientôt donc pour un autre webinaire. Bonne journée à tous, puis au revoir. À bientôt. Au revoir.